Salut à tous! Aujourd'hui, on va discuter d'empathie, d'émotions, de feeling, de sentiments et de comment essayer de gérer tout ça en dedans. Parce qu'en tant qu'être humain, des fois, ça peut être rushant, puis c'est pas facile de pouvoir communiquer sainement qu'est-ce qui se passe en dedans de nous. Donc, on va parler d'empathie et de communication non violente avec Julia Bosquin et Caroline Dupré. Bienvenue à Un Monde en marche! Donc, me voici maintenant en compagnie de Caroline Dupré, qui est gestionnaire de l'entreprise Dialogo Communiquer en relation. Caroline, salut à toi. Bonjour. Peux-tu nous expliquer un peu Dialogo, qu'est-ce que c'est? Quelle est la nature de ton travail, de tes interventions auprès des êtres humains, de notre communauté? Certainement. La mission de Dialogo, c'est de contribuer à inspirer des pratiques de communication où il y a davantage d'empathie, de bienveillance. Puis ça se fait comment? C'est des rencontres en privé, de groupe? Comment est-ce que tu fais ça? Oui, actuellement, les différents services de Dialogo Communiquer en relation, c'est des formations sur les bases de la communication non violente, que j'appelle communication bienveillante. Je suis certifiée dans cette approche-là. On est une vingtaine au Québec à être certifiée maintenant. Puis c'est vraiment pour développer des pratiques où l'empathie est au cœur de la communication, où les leviers qui favorisent une communication où il y a plus d'ouverture, de bienveillance, de coopération sont enseignés puis favorisés, pratiqués aussi. Donc, c'est d'apprendre à se parler avec les yeux du cœur, là. L'intelligence émotionnelle, de développer ça, parce que d'outiller les gens que tu rencontres pour essayer qu'il y ait moins de querelles au sein des couples, des familles, des amitiés. Oui, effectivement. Et aussi avec les mots, des émotions, les mots des besoins fondamentaux pour s'y relier avec plus d'empathie avec soi-même, avec les autres. Puis ça, c'est des compétences qui sont parfois nouvelles pour certains, certaines. Parce que, je sais pas toi, mais t'as-tu appris ça à l'école quand t'étais jeune, dans ta famille? Non, pas en tout. Moi non plus. Puis je me suis rendu compte, surtout quand je suis devenue mère, à quel point ça avait de l'impact que j'ai pas ces compétences-là, parce que mes enfants, dans leur jeunesse, ils vivaient des émotions au quotidien comme toute personne. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas les compétences pour les accueillir pleinement. Puis ni pour accueillir mes propres émotions que ça me faisait vivre. Puis suite à ça, t'as lancé un peu des programmes aussi pour essayer que les gens puissent se former eux aussi, pour après ça intégrer ça dans leur relation. C'est pas juste des interventions en privé, mais tu donnes aussi ces outils-là en formation. Oui, exactement. Il y a des formations pour vivre la communication bienveillante au quotidien, différents ateliers thématiques aussi pour vraiment pratiquer de façon spécifique les compétences d'empathie, la capacité à identifier puis nommer les émotions pour soi, avec les autres, sans jugement, puis vivre plus d'accueil. Plus de paix au quotidien. Effectivement que ce sont des pratiques pour favoriser la paix. C'est des valeurs vraiment importantes pour moi. Puis, dernièrement, tu as reçu un fonds de la bourse Éco-Propulsion. Tu as proposé un projet de cercle d'empathie basé sur l'éco-anxiété. Effectivement. Veux-tu nous en parler un peu plus? En quoi ça consiste? J'ai beaucoup de gratitude d'avoir reçu la subvention Éco-Propulsion, dont les partenaires sont, entre autres, Desjardins, la ville de Victoriaville, de Plessisville, Sanimark. Puis, cette subvention-là permet l'accessibilité aux participants des cercles d'empathie à vivre et recevoir de l'écoute sans jugement. Parce que, puis pourquoi sur l'éco-anxiété? C'est évident que le projet de la subvention Éco-Propulsion avec comme objectif de répondre aux différents objectifs du développement durable, puis d'adresser... C'est une partie du développement durable qu'on oublie souvent, ça. Oui. C'est pas juste une question de recyclage, c'est une question de nouvelle façon de fonctionner avec notre environnement intérieur. Puis d'adresser les émotions que ça fait vivre
au quotidien, de voir les différentes pratiques qui ne favorisent pas le développement durable, d'être face à des situations où il se vit de l'impuissance face aux choix des municipalités, des dirigeants ou de différentes entreprises qui ont des pratiques qui sont pas tout à fait mises au point pour répondre aux objectifs pour prendre soin de la planète, pour prendre soin de notre environnement. Fait que ça fait vivre des émotions au quotidien. Exemple, nous marchons ici au centre-ville de Victoriaville, puis depuis le début de notre marche, j'ai vu, maintenant que la neige a fondu, différents déchets qui sont sur le bord de la route. Ça arrive à chaque printemps. De voir quelqu'un qui jette des déchets dans la rue, qu'est-ce que ça a comme impact pour vous? D'arriver à un endroit public, dans un commerce, puis de ne pas avoir l'option de mettre un objet au recyclage. Oui, ça va de mieux en mieux et il y a des endroits où c'est pas des conditions favorables pour prendre soin de l'environnement. C'est quoi l'impact émotionnel pour toi quand tu arrives à un endroit puis tu n'as pas le choix de recyclage? Oui. On a beaucoup de culpabilité aussi, parce qu'on nous remanche beaucoup les saines habitudes de vie, de consommation, de pratiques éco-citoyennes, mais souvent, les infrastructures sont pas là pour bénéficier, pour accueillir. En fait, on a une consommation plus grande que qu'est-ce qu'on peut gérer en bout de ligne aussi. Puis ça, en fait, c'est des cercles de discussion, de paroles, où les gens expriment un peu leur désarroi ou leur impuissance face à tous ces petits questionnements-là qu'on est confrontés au quotidien. Oui, effectivement. Puis d'avoir un espace pour adresser, sans jugement, toutes les émotions qui se vivent en lien avec la consommation, les habitudes de consommation, avec la situation de l'environnement, sans mettre ces émotions-là au milieu d'une relation proche, sans les mettre dans notre famille ou avec les collègues de travail, parce que des fois, il n'y a pas cette possibilité-là. Parce que les autres sont pas disponibles, parce qu'ils n'ont pas de compétences d'empathie pour accueillir sans jugement, sans dire « Ah, mais non, fais-toi-en pas, tu devrais pas penser à ça. » C'est pas bien ou mal de répondre ça. Ouais. Ben, c'est pas de l'empathie. Ou de répondre en donnant des conseils. Ça non plus, c'est pas d'empathie. Parce que c'est quelque chose qui est peut-être difficile à accepter pour d'autres personnes. Parce que personnellement, moi aussi, des fois, je me sens... Il y a certaines actions que je prends pas, certains produits que j'achète pas parce que je suis comme là, mon petit besoin d'avoir mon petit boss de sucre va créer un déchet, je vais m'en passer. Puis une partie de moi qui est comme, tout le monde le fait juste en foot, puis fait des déchets, puis that's it, tu sais. Puis là, des fois, je me sens niaiseux d'avoir cette dualité-là en dedans de moi, mais elle est vivante, elle est présente. Puis je peux pas parler de ça avec tout le monde, parce que bien du monde me trouve calme. Oui, fait qu'est-ce que tu te sens préoccupé puis déchiré à l'intérieur de toi à l'idée d'acheter un produit parce que tu as envie d'être cohérent ou intègre? Je me sens déchiré avant d'avoir à déchirer l'emballage de ma barre de chocolat. Alors juste là, par exemple, je viens d'offrir un reflet empathique à Jeffrey en disant, est-ce que ça se peut que tu te sens déchiré parce que tu as besoin d'intégrité et de cohérence? Je lui ai dit, ah oui! Ouais. Déchiré. Fait que c'est ça de l'empathie. C'est refléter le sentiment puis le besoin de l'autre. Ça, c'est mon super pouvoir. Moi, je suis passionnée de l'empathie. Puis, j'ai à cœur d'apprendre ça dans ma communauté, aux gens, aux jeunes, aux élèves du secondaire, parce que c'est 12 ans et plus. Donc, s'il y a des jeunes qui ont envie de participer au cercle d'empathie, il y a des gratuités. Les étudiants du cégep, des gens à faible revenu, c'est pour ça que j'ai fait la demande de subvention, pour que ça soit accessible. J'imagine qu'au sein des jeunes, on entend beaucoup parler de l'intimidation qui se vit auprès de la jeunesse, puis d'apprendre à se parler avec de façon saine, de façon compréhensive, à l'écoute, de façon posée. C'est quelque chose que nos jeunes bénéficieraient beaucoup, là. Puis c'est sûr que moi, j'aimerais ça te voir dans toutes les écoles du Québec, comme une héroïne de l'empathie. En tout cas, je souhaite que ce serait que le Québec investisse dans la communication bienveillante. Ce serait vraiment un cadeau qu'on pourrait se faire en tant que société, en tout cas. Puis en attendant, j'offre à la population de la Merci d'Arthabasca, Merci de l'Érable, puis les autres gens qui ont envie de se déplacer, de venir participer au cercle d'empathie. Puis vous n'êtes pas obligé de vivre de l'anxiété par rapport
au changement climatique, aux habitudes de consommation. Ça peut être n'importe quelle émotion, comme se sentir déchiré, préoccupé, soucieux de son impact. Ouais. Puis d'avoir un espace sécuritaire pour adresser ça, bien, c'est ça le sens des cercles d'empathie. Je nomme ça sur l'éco-anxiété pour que ça interpelle, mais toutes les émotions sont bienvenues. Oui, puis l'écologie, en fait, c'est beaucoup plus qu'un rapport à l'environnement. Il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte aussi. On peut toujours faire des liens avec d'autres sphères de la société ou de la vie. Puis, dans le fond, c'est vraiment un espace où les gens peuvent arriver avec qu'est-ce qu'ils ont sur le cœur. Puis, c'est d'être mieux compris. Puis, ça enlève un poids de ses épaules. Ça enlève un peu, c'est ça, quelque chose qu'on peut traîner au quotidien, qu'on a de la misère à dire. Fait que oui, ça peut créer de l'espace, ça peut enlever un poids sur les épaules. Puis ça peut aussi mobiliser. Parce que l'empathie, ce que ça a comme impact, c'est de ramener la personne à être dans son pouvoir. Puis sortir de l'impuissance pour revenir dans son pouvoir. Hey, ramener quelqu'un à être dans son pouvoir. J'ai jamais entendu un politicien dire ça, moi. Là, il faudrait que nos citoyens soient ramenés dans leur pouvoir. C'est le fun, mon frère, qui jase avec ces mots-là. Là, on s'en serait tout ça, on est tous dans notre pouvoir. Là. Alors, dans mon expérience, ce que ça veut dire pour moi, être dans son pouvoir, c'est se réapproprier la responsabilité de ses besoins. Fait que si moi, j'ai besoin de cohérence puis d'intégrité, comment j'ai envie de prendre soin de ces besoins-là? Avec conscience, avec soin. Puis de faire des choix alignés sur ces besoins-là. Ça a le potentiel de mobiliser les gens à poser des actions directes qui vont avoir l'impact sur leur milieu de vie environnant. Moi, je verrais ça au Parlement, tu sais, la personne qui est assise sur sa chaise, qui dit « Bon, maintenant, monsieur un député, un tel, je vais avoir ce rôle-là. » Il dit « Bon, là, ce que je ressens, vous trouvez que les travaux de reconstruction du tunnel sont trop longs? Je vous accueille là-dedans. Est-ce que vous pouvez refléter ici, d'un côté? » Ça serait bien, ça. Puis ça tout assis en cercle au lieu de poser un bord puis de l'autre, là, tu sais. On pourrait redesigner un peu notre mode. Moi, je suis toujours dans un filon, on dirait, pas gouvernemental, politique. Comment est-ce que l'empathie pourrait devenir une façon de communiquer en politique? Parce que souvent, en tout cas, nos politiciens qui devraient être des personnes, des citoyens, citoyennes, élus, qui devraient avoir un statut intellectuel un peu plus sage, je trouve des fois que ce manque de sagesse-là dans la communication est une lacune. Puis, est-ce que, dans le fond, dans ce que tu dis, Jeffrey, tu as vraiment à cœur que cette vision-là de l'empathie et de la bienveillance soit davantage présente dans les structures qui nous entourent? J'aurais pas pu dire mieux que ça, Caroline. Tu as toujours les bons mots pour refléter ce qu'on dit tout croche en dedans. Bien groundé, aligné. Je t'accorde ton super pouvoir de reflétatrice d'empathie. Oui, c'est un reflet empathique que j'offre pour inviter la personne à se relier à ses besoins sous forme de questions. Fait que c'est cette compétence-là que j'ai envie de transmettre dans les cercles d'empathie pour que les gens puissent la vivre et l'apprendre et la pratiquer. Parce que pour développer une compétence, c'est la même chose que pour développer des muscles. Ça demande de la pratique. Pratiquer l'habileté de se relier aux émotions, même si c'est nouveau, ça demande des espaces sécuritaires. C'est ça que j'ai à cœur de créer ici à Victoriaville, dans la communauté, avec les cercles d'empathie, 2 fois par mois, tout au long de l'année 2023 avec la subvention. Donc, ça a tout du sens pour toi, cette proposition-là? Surveillez ça, les cercles d'empathie, d'éco-anxiété, puis les services de dialogo que Caroline offre. Si vous avez le cœur parfois un peu troublé, j'en ai déjà fait l'expérience de pouvoir discuter d'enjeux personnels avec Caroline. Ça m'a beaucoup fait du bien, donc je vous le conseille aussi. Merci Caroline d'avoir accepté de marcher avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir, Jeffrey. Merci de cette invitation. Puis je vous invite à être curieux, curieuse, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Dialogo, communiquer en relation, ou dialogo.ca sur Internet pour en savoir plus sur cette opportunité disponible pour vous.
Donc, me voici aujourd'hui en compagnie de Julia Bosquin, qui est une thérapeute en relation d'aide ici à Victoriaville. Salut, Julia. Salut, Geoffrey. En fait, je voulais commencer à discuter avec toi. Comme le thème de l'émission, on parle de l'âme humaine, des émotions, de comment évoluer en société par la prise de conscience de qui l'on est, de comment qu'on réagit, de ce qu'il y a à l'intérieur. Veux-tu nous expliquer un peu ta démarche, comment ça se passe, les consultations? C'est quoi ta vision un peu d'une humanité qui pourrait transcender les peurs ou les traumas? Oui, pour moi, en fait, ma démarche, elle s'inscrit dans ce que j'appelle l'autonomie émotionnelle, qui est vraiment une façon d'entrer en relation avec notre intériorité, notre monde intérieur, par la capacité de se remettre en présence avec tout ce qui nous compose, que ce soit des sensations physiques, des émotions, des pensées. Fait que c'est cette capacité de présence, en fait, qui permet de retrouver la conscience de qui on est et la relation avec notre intériorité. Quand tu parles de présence et d'intériorité, tu veux-tu extrapoler un peu là-dessus? Hein? Oui, en fait, la présence, c'est vraiment ce qui nous compose tous, qu'on soit une plante, un animal, un être humain. On a tous cette capacité d'être en présence. C'est notre état premier, en fait, la présence. Et c'est dans cet état de présence qu'on peut redevenir l'observateur conscient de tout ce qui nous habite. Et en redevenant conscient, en devenant l'observateur, on peut se désidentifier, se décoller un peu de ce qui nous habite. Donc, je prends un exemple. Si je vis une tristesse, le fait de simplement redevenir présent à cette tristesse, me permet C'est le premier pas vers la transformation, vers... c'est l'accueil, en fait. C'est l'accueil de En fait, c'est simplement l'accueil, comme tu dis, c'est ça. C'est de pouvoir dire, « Hey, je te vois, toi, la tristesse qui est en moi. » Et donc, je peux me décoller un peu de toi. Je peux simplement t'accueillir, être avec. Et du coup, je peux me transformer à partir de ça. Parce que c'est quoi les schèmes réactionnels habituels des humains qui l'inverse de ça, en fait? Qu'est-ce qu'on a tendance à faire, tous et chacun, dans des situations où on vit quelque chose de pas le fun à l'intérieur, mettons? Ouais, c'est ça. Souvent, la majorité des cas de figure, c'est qu'on essaye de justement nier ce qui nous habite, de pas en tenir compte, de pas le regarder, parce que ça nous fait trop mal, c'est trop difficile pour nous. Et alors que pour moi, l'écologie intérieure, c'est justement l'inverse. C'est de redevenir ouvert à tout ce qui nous habite, de redevenir accueillant avec, de retrouver une relation avec. C'est ça qui permet la véritable transformation, en fait. Parce que sinon, si on n'adresse pas ces choses-là qui nous briment à l'intérieur, ça crée des monstres en bout de ligne là, à l'intérieur de nous. Ça reste là des années, ça rouille. Oui, c'est ça, ça rouille à l'intérieur de nous, comme tu dis. Et ça peut créer toutes sortes de malaise, de stress, de maladies, même physiques. Donc, c'est ça, le but de cette écologie intérieure-là, c'est d'aller à la rencontre, en fait, de tous ces mots et de leur donner un espace d'accueil, un espace d'expression. Parce qu'en fait, c'est comme la psychothérapie, mais c'est comme de donner les outils en même temps aux personnes de le faire individuellement, comme tu parlais d'autonomie. Ouais, voilà. C'est vraiment de créer une relation avec soi-même, d'être notre propre intervenant, notre propre thérapeute, puis de pas avoir peur de plonger à l'intérieur de nous. De plonger à l'intérieur, puis... En fait, la première chose à reconquérir à l'intérieur de nous, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment cet état de présence. Fait qu'on peut pratiquer de multiples façons, en fait, par la méditation, la pleine conscience. Tout ça nous permet de renforcer un peu notre état de présence, de le retrouver, parce qu'il est universel, comme je disais tout à l'heure. Et en pratiquant ces choses-là, comme la méditation, on se permet, en fait, de tout le temps plus se placer dans cet état-là de présence. Et donc d'accompagner tout le temps plus ce qu'on traverse à partir de la présence et non à partir de nos réactions spontanées de colère, de tristesse. Je sais pas si tu comprends ce que j'essaye de dire là. C'est toujours des filtres ou des couches ou des œillères qui nous empêchent de voir clair. Absolument, c'est ça. Pas, on vit des rythmes de vie très effrénés. Absolument, c'est ça. Puis souvent, de prendre le temps de respirer, de revenir à soi, c'est un exercice en société, là. Oui, c'est vraiment un exercice.
puis redevenir cet état au lieu de rester identifié à tout ce qui nous traverse, ben c'est vraiment redevenir l'état qui regarde et qui accueille. Puis toi, c'est comment t'en es venu en fait à pratiquer ça ou à t'intéresser à cette, je sais pas comment l'expliquer, ces soins-là, ces traitements-là, cette thérapie-là? Oui, ben en fait, la démarche en fait s'inscrit dans une pratique qui est le focusing que je pratique depuis déjà 5 ans. Le focusing, on peut voir ça comme justement de mettre le focus sur ce qui est sur en son soi. intériorité, c'est retrouver une relation en fait avec notre intériorité, donner un espace de dialogue avec ce qui nous compose à l'intérieur. Et moi, j'ai découvert ça, il y a 5 ans. Je pense que j'ai traversé pas mal de problématiques au niveau de ma santé. C'est beaucoup ça qui m'a amené en fait à vouloir trouver des ressources pour traverser la douleur physique, la douleur émotionnelle de façon plus paisible. Et le focusing m'a énormément aidé par rapport à ça. Donc même pour guérir les maladies, souvent, de plus en plus, je pense que ça commence à être prouvé scientifiquement, comment les cancers sont grandement influencés par la façon que notre esprit regarde notre corps, que que ce soit la colère va comme s'ancrer dans le foie, on a un cancer du foie à cause de ça. Il y a comme des émotions reliées aux organes, reliées. Puis c'est ça, le focusing est une autre façon justement de pouvoir dissocier les émotions qui sont stockées dans le corps parce qu'on va les voir en profondeur. Ouais. Ben, c'est ça, comme tu dis, de les regarder en profondeur, de leur donner un espace pour s'exprimer, pour être, tout simplement. Et quand on rend à tout ce qui nous compose un espace pour être, toutes ces parties peuvent se réintégrer, peuvent se transformer véritablement. Si elles n'ont pas cet espace pour revenir à la surface, ben elles vont rester coincées à l'intérieur de nous et nous faire souffrir, que ce soit par des malaises psychologiques, physiques, peu importe. Donc, c'est vraiment leur permettre de se réexprimer, mais dans un espace de présence qui va véritablement transcender ces parts de nous en souffrance. Qu'est-ce que tu sens qui pourrait être entrepris pour essayer de faire en sorte que les citoyens québécois soient plus outillés pour se faire face à eux-mêmes déjà, puis qu'on puisse avoir une société un peu plus saine psychologiquement, émotionnellement? Ouais, ben je pense que tout commence par l'éducation, évidemment. Fait que briser un peu les tabous par rapport aux émotions, au fait qu'on catégorise des émotions comme négatives ou positives, de revenir à un état d'accueil et, comme je parlais d'éducation, vraiment dans le sens de rééduquer les gens, la société, les enfants à cet état d'ouverture à l'intérieur de soi, d'accueil envers soi, parce que pour moi, si on ne s'accueille pas soi-même, on n'est pas capable d'accueillir les autres. Puis ça commence d'abord à l'intérieur de soi. Fait que c'est de réintégrer des cours d'empathie à l'école, de gestion des émotions, de connaissance de soi, de connaissance de l'autre. Parce que ça, c'est des choses qui, tranquillement, certaines écoles alternatives, on a vu quelques reportages, là, on voit des enfants faire de la méditation pleine conscience dans les classes. Mais il faudrait que le gouvernement investisse, le gouvernement, ou que les professeurs, ou que les écoles, les commissions scolaires veulent intégrer ça dans le cursus scolaire tranquillement, puis voient les bénéfices que ça a d'avoir des enfants un peu plus éveillés à eux-mêmes, puis consciencieux de leur espace de classe, de leurs camarades. Pour, justement, je pense que pour l'intimidation, ça pourrait avoir un grand rôle aussi. Absolument, parce que j'imagine absolument. que quand on traîne la haine de soi-même, on va vouloir la projeter sur les autres. Si on sent qu'on est différent, on va vouloir pointer les différences des autres. Donc, c'est tout un rouage, puis une cause à effet, un effet papillon que la pleine conscience peut avoir sur notre entourage. Tout à fait, oui, absolument. Puis comme tu dis, je pense qu'il y a une conscientisation à faire au niveau du personnel scolaire pour que tout ça soit remis à l'ordre du jour dans les priorités, en fait, pour la société. On le souhaite. Mais on n'est peut-être pas... je sais que souvent, ils vont renforcer les cours de français, d'anglais, de mathématiques avant de renforcer les cours de pleine conscience, mais je nous souhaite quand même qu'on ait l'audace d'investir un peu plus de temps et d'énergie
à développer ça parce que c'est bien beau avoir des êtres humains extrêmement performants et académiquement parlant, mais après ça, si on traîne un paquet de choses en dedans qui nous traînent comme des boulets, c'est bien beau de vivre une vie, d'être riche, mais si on n'est pas bien avec nous-mêmes, ça sert à rien. C'est un changement de priorité aussi qui devrait s'opérer dans la société. Comme tu dis, être riche, mais être plein de souffrance intérieure, ben bon, voilà, c'est des valeurs que notre société a pour le moment puis prône, mais c'est vraiment un changement de paradigme total. Ça y va par l'éveil des consciences de chacun, pas à pas, puis on le souhaite, là, évidemment. Ouais. Je sais pas, as-tu déjà remarqué dans d'autres pays s'il y avait j'avais vu Vipassana, la méditation de 10 jours en silence axée sur le bouddhisme, que les prisons en Inde avaient intégré dans leur programme. Ça faisait de grandes transformations chez les prisonniers qui apprenaient à être un peu plus doux comme personne. Ça, c'est déjà, je trouve que c'était des super modèles à intégrer, tu sais, de voir le potentiel que ça peut avoir dans certains milieux qui ont besoin d'avoir cette conscience-là qui s'immisce entre les murs, entre les barreaux des prisons, par exemple. Tout à fait, Je sais pas si tu as déjà vu d'autres initiatives comme ça qui ont été entreprises à travers le monde. Je sais qu'en Suède, je pense, il y a des cours d'empathie à l'école dès la maternelle. Fait qu'il y a des pays qui embarquent déjà dans ce nouveau paradigme-là de la pleine conscience. C'est ça. Il y a des écoles aussi alternatives qui sont gérées complètement par les enfants. Je sais qu'il y a des projets comme ça en Belgique, en France, en Suisse. Des écoles démocratiques. Voilà, c'est ça, où les enfants ont toute la gestion de l'école à leur charge. Évidemment, tout ça, ça travaille toutes ces compétences émotionnelles, relationnelles. Donc, il y a déjà des projets, il y a de l'espoir quand même. Merci, Julia. Merci à toi. C'est des belles prières, des beaux échos qu'on envoie dans l'univers. Vraiment. Espérons que ça porte fruit. Ben oui, on se le souhaite. On se le souhaite. Merci à toi. Merci. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.